Le diagnostic tel qu'on le développe, on peut aussi appeler analyse sensible, hein, finalement, on n'est clairement pas dans un PCAET ou un rapport de Scott, ou enfin tous ces diagnostics qui ont leur utilité, il n'est pas question de les contester, mais qui ne vont pas aller explorer un certain nombre de choses, qui vont plutôt mesurer des hectares, des kilowatts, du carbone dans les bâtiments. Bon, ce n'est pas du tout ce qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est un diagnostic sensible. Qu'est-ce qu'on va explorer? On va explorer le jeu des acteurs. On va explorer l'ambition que porte le territoire. On va explorer, est-ce qu'on prend les choses en systémie ou en analytique? Quels sont les points d'appui et les points de faiblesse dans le territoire, que ce soit du côté des acteurs? Je ne sais pas s'il y a 4 ressourceries dans un territoire et des acteurs très engagés dans une monnaie locale, ben, on voit bien que là, il y a peut-être déjà des choses à tirer de l'existant dans le territoire. Et même chose sur les questions de faiblesse. On va analyser est-ce qu'il y a ou pas une stratégie dans le territoire, non pas des coûts isolés, mais des stratégies. On va faire apparaître un certain nombre de non-dits. Donc ça, c'est, je dirais, sur les objectifs globaux de ce qu'on cherche dans le diagnostic. Pour le mettre en œuvre, on fait une rapide analyse des documents existants. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va passer 3 jours à regarder tous les rapports, hein, sur le territoire, mais c'est quand même intéressant de comprendre quelle a été un peu l'histoire, qu'est-ce que les collectivités ont mis en place et quels sont les quelques grands enseignements qui en sortent. Il va y avoir un point très important avec le chef d'exécutif. L'implication du chef d'exécutif, on va le voir tout de suite dans les prérequis, est absolument fondamentale. Si on veut toucher on veut développer une approche systémique, alors ça veut dire qu'il va y avoir des régulations à faire du côté des élus, du côté des agents et du côté des services de la collectivité. Par exemple, cas typique dans les communes, l'adjoint aux travaux n'est en général pas trop enclin à être en transversalité. En gros, son discours, c'est mes collègues, ils inventent, mais à un moment donné, tout retombe dans mon escarcelle, c'est moi qui vais mettre en œuvre, et en général, c'est des gens expérimentés, qui ont des savoir-faire. Je dis ça parce que de l'analyse, j'ai très souvent observé comment les directeurs des services techniques avaient une marge énorme dans la mise en œuvre ou pas. Et donc, on voit bien là que s'il n'y a pas un chef d'exécutif qui donne des orientations et qui fait réguler pour qu'il y ait des approches transversales et systémiques, on ne va pas y arriver. On a le même débat avec un adjoint ou un vice-président quand on est à l'échelle d'un EPCI aux finances, par exemple, etc. Bon. Et comme on va aller chercher des choses sensibles, il faut qu'on soit en harmonie, qu'on écoute ce que le chef d'exécutif a à nous dire et quelles précautions il veut qu'on prenne, etc. Et donc, il se noue quelque chose à ce moment-là qui est extrêmement précieux pour la suite. On va développer 15 à 25 interviews qui vont aller s'inscrire dans ce que Julien appelle les 4 fantastiques, c'est-à-dire des élus, des agents de la collectivité, des acteurs de terrain, socio-économiques, associatifs, et un représentant ou plusieurs de l'État déconcentré. Alors, des élus, ça veut dire des élus évidemment de l'équipe en exécutif. Et donc là, il faut regarder, il y a une discussion avec le chef d'exécutif, le référent technique dans les services pour voir quels sont les élus les plus stratégiques à interviewer, 4-5. C'est aussi toujours très important d'écouter un autre son de cloche. Et ça fait partie des choses qu'on discute avec le chef de l'exécutif. C'est important d'écouter les opposants. Alors, on ne va pas aller chercher les opposants frontaux qui, de toute façon, vont vomir, parce que donc là, ce qu'on essaye de trouver, c'est des opposants qui acceptent de jouer le jeu d'un processus constructif. Il n'y en a pas. Enfin, quand même, dans l'immense majorité des cas, on peut trouver ça. Moi, je n'ai jamais été bloqué dans tous les diagnostics que j'ai trouvés à cet endroit-là.
Du côté des agents, il faut évidemment le DGS, le DST, mais regardez un peu dans la galaxie des agents qui va être clé sur le processus de transition. Du côté des acteurs socio-économiques, c'est un peu plus compliqué. Ça va dépendre des enjeux du territoire. S'il y a des très très grosses problématiques sur l'avenir agricole parce qu'on va en sécheresse, ben, c'est bien d'écouter les acteurs de cet endroit-là. Mais quand on est dans des enjeux touristiques, ça va aussi être important d'aller chercher ce type d'acteurs. Ou s'il y a des gros enjeux biodiversité, là tout à l'heure je parle de Chartreuse, je vous en dirai deux mots. Ben oui, il y a des gros enjeux autour du capital nature de la Chartreuse et de comment ça s'inscrit dans le projet de transition. Bon. Et du côté représentant de l'État, ça peut être un DDT, ça peut être un sous-préfet, ça peut être un acteur qui, en gros, est mis dans le jeu parce que pour nous, mais ça vous l'avez déjà vu ensemble, hein, je ne développe pas plus, l'État est un acteur qui a envie, c'est ce que nous montrent les groupes de pairs, hein, qui a envie d'être contributif, mais qui en même temps tient le réglementaire, donc dans une position particulière, et en tout cas, on estime qu'il doit rentrer dans le jeu d'acteur. Bien entendu, confidentialité absolue sur ce qui se dit. Moi, je dis toujours cette phrase-là qui fait rire les chefs d'exécutif, mais qui rassure tout le monde. Vous m'arrachez les ongles de pied, je ne dirai pas qui a dit quoi. C'est absolument fondamental parce qu'il faut que le cadre de sécurité puisse nous donner des éléments sensibles. Donc, la question de la confiance est très importante. En gros, moi, j'ose dire aux gens, des fois, ça les surprend. Hein. Je dis, mais ce serait quoi, vous, votre rêve de transition sur votre territoire? Comment amener les acteurs à exprimer leurs envies qui sont porteurs, du coup, d'une énergie? Or, la transition va réclamer de l'énergie de transformation. Donc, en gros, c'est quoi vos rêves, quoi, sur vos territoires? Qu'est-ce qui vous fait envie? Mais et évidemment, dans un deuxième temps, parce qu'on ne va pas passer une heure là-dessus, et d'ailleurs, il y en a qui disent, ah, mais moi, je ne rêve pas, je ne sais pas rêver, ce n'est pas mon style, on a beau le prendre, bon. Donc, à un moment donné, on va arriver sur des questionnements un peu plus fins. Qui est engagé? Qu'est-ce qu'il y a eu comme engagement collectif? Qu'est-ce qu'il y a eu comme grand combat collectif, comme grandes histoires réussies? On a découvert qu'à Lemenay, commune célèbre pour ces questions de transition énergétique en Bretagne depuis plus de 20 ans, au point de départ, c'est une bande de copains qui a monté un rallye automobile, donc ce n'est pas vraiment en harmonie avec les questions énergétiques, mais c'était il y a un certain temps, et que de ça, ça a créé un événement qui a agrégé 200 personnes, et que c'est encore aujourd'hui un élément moteur du territoire. Donc, on va aller chercher ces éléments-là. Alors, la rédaction du diagnostic à proprement parler va donc faire apparaître des points forts du territoire, des points de faiblesse du territoire, mais surtout va faire apparaître des points ambivalents. Les points ambivalents, c'est comment on regarde le sujet et comment ça peut basculer du mauvais côté de la force si on prend des références cinématographiques, ou au contraire du bon côté, et sur lequel on va pouvoir mettre en travail un certain nombre de ces éléments. Du coup, derrière cette analyse un peu factuelle qui découle de ce que on dit les acteurs du territoire. C'est-à-dire que ce qu'on retranscrit dans la confidentialité absolue, c'est ce qui a été dit. Ce n'est pas nous qui l'inventons. Du coup, par exemple, pour le chef d'exécutif, pour les élus, pour un certain nombre d'acteurs, ça a une valeur au sens où ce n'est pas la fabrique qui l'invente, c'est ce qui se dit dans le territoire et qu'il importe d'entendre si on veut mener le projet de transition. Là-dessus, on va formuler notre analyse au regard de notre expérience, de notre capital construit dans les différents territoires. Qu'est-ce qui, selon nous, est plus ou moins stratégique, plus ou moins important? Et on va formuler des recommandations entre 5 et 8, 9. Enfin, il ne faut pas basculer. Rien n'est pire, excusez-moi, je ne veux pas être désagréable, mais rien n'est pire qu'une logique d'agenda 21 à cet endroit-là. C'est-à-dire 8 objectifs, 27 actions et 48 projets concrets, quoi. Bon, non, là, l'idée, c'est vraiment de resserrer qu'est-ce qui va être central pour que le territoire se mette en mouvement sur sa transition. Par quoi commencer? Par quels objets transactionnels, je dis souvent, on va apprendre à travailler ensemble et à construire un processus de transition. Quand on a fini ce diagnostic, très important, on va aller le présenter. D'abord, c'est le deal
Moi, c'est ce que je dis quand je rencontre les numéros 1 d'exécutif. D'abord, on vous présente tout le diagnostic. Parce qu'on va être en confiance et en bienveillance avec le territoire, mais on ne veut pas non plus être en concession, sinon on enlève tout ce qui est gênant. Donc là, il y a une discussion avec le chef d'exécutif qui va dire ça, c'est pas possible. Vraiment, bon, on peut l'entendre hein, pour X raisons, mais en tout cas, qu'il ne soit pas surpris et que la présentation se fasse avec son aval. C'est extrêmement important. Sinon, on bascule dans du coup une défiance du responsable de l'exécutif du territoire avec tout ce que ça a derrière qui fait que ça ne va pas prendre. Ensuite, quand on est passé par cette étape du chef d'exécutif, on va les restituer aux interviewés. C'est le deal de départ. Donc, il n'y a que les interviewés et on leur dit est-ce que c'est ce que vous. C'est ce qu'on a entendu, est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord, il y a des choses que vous voudriez rajouter, etc. Et du coup, c'est important parce que ça va leur donner un statut un peu privilégié. Ces 20-25 acteurs font déjà partie de quelque chose qui va être une force motrice collective pour le territoire. Je recommande souvent, des fois ce n'est pas fait, de le présenter quand on a passé ces étapes-là et que c'est globalement validé, de le présenter à l'ensemble des élus d'un territoire. Parce que l'un des risques, c'est que la transition soit confiée à quelques-uns. Et en gros, les autres s'en foutent et ils disent, voilà, c'est comme quand il y a un adjoint à la transition, les autres disent qu'il fasse son boulot, moi je continue ma vie comme avant, quoi. Et évidemment, celui qui est à la transition se claque la tête contre les murs et n'arrive pas à faire bouger les lignes. Donc, c'est toujours intéressant de restituer à l'ensemble des collectifs d'élus et plus généralement, les associations, les acteurs du tourisme, l'ensemble des conseils municipaux, toutes les communes, c'est l'occasion en fait d'un événement dans le territoire de lancement. Voilà. Du coup, ce qui se joue à ces endroits-là, par pré-restitution, restitution, etc., c'est est-ce qu'on valide globalement que le diagnostic ne s'est pas trompé fondamentalement sur le territoire? Est-ce qu'on est dans un processus, on valide le processus de hiérarchisation et éventuellement hiérarchisation des recommandations hein. Et donc, on utilise souvent des facilitateurs pour que les gens travaillent sur les recommandations, ce qui les amène à éventuellement les qualifier un peu, les améliorer un peu, mais surtout, ils sont co-constructeurs de la stratégie qui va découler de la hiérarchisation. Et donc, ils deviennent eux-mêmes co-auteurs de la stratégie de transition. Peut-être terminer par les principaux effets. Un, pour les personnes interviewées, il y a un effet de reconnaissance. Donc, le choix des 15, 20, 25 personnes est une façon, en accord avec les élus, etc., hein, de faire apparaître des futurs acteurs intermédiaires du territoire. Le diagnostic a l'immense avantage, c'est ce que ça reformule des choses qu'on savait sur notre territoire, mais vous le dites autrement et vous le dites d'un regard extérieur. C'est issu d'un processus collectif, donc ça a une grande valeur. En gros, ça verbalise et reformule ce qui se passe sur le territoire, ça clarifie et ça synthétise, et ça va hiérarchiser pour le passage à l'action. C'est ce que nous disent l'immense majorité des territoires qui ont fait les diagnostics sensibles. Ça précise le plan d'action et ça mobilise, ce que je viens de vous dire, par les effets de co-construction. Ça permet de construire un cadre collectif qui va, par exemple, pendant les 5-10 années qui viennent, conduire la stratégie. D'ailleurs, je dis à cet endroit-là tout de suite que du coup, une des choses où sont sensibles les territoires, c'est que ça aide aussi à aller chercher des financements. Si on met en place une conférence financière dans le territoire où on invite l'État, la région, le département, enfin les grands financeurs, les grands acteurs, et qu'on présente ce travail-là, la démonstration est faite à chaque fois que ça facilite considérablement l'inscription du projet de territoire de transition dans des logiques du type CRTE, etc., enfin, ces stratégies territoriales. Ce que nous disent les territoires, c'est que, et ce qu'on observe, c'est que 50% de la transformation des acteurs du territoire va se faire dans le moment du diagnostic en tête-à-tête. Parce qu'on est en confiance, parce qu'on fait passer des messages, parce qu'on pose des questions en confidentialité qui amènent les acteurs à regarder autrement eux-mêmes la façon dont ils voient les choses. Alors, le reste des 50%, c'est tout ce qui joue après dans les processus collectifs, la restitution, mais le diagnostic, la période de l'interview
est absolument fondamentale. Et dans l'immense majorité des territoires, ce que nous disent les acteurs, ben, c'est que ça a déclenché. Par tous les effets que j'ai dit avant, ça a permis de déclencher. Mais il y a quand même un certain nombre de difficultés, il y en a plein même, hein, enfin, c'est la vie. Hein. Ça nécessite de l'engagement. On ne peut pas faire ça en disant, bah oui, tiens, pour faire plaisir à X, on va rentrer dans telle cohorte de territoire. Non, ça nécessite de l'engagement du numéro 1 exécutif, des services, de la majorité des élus, enfin, et ainsi de suite. Ça nécessite de se déplacer, d'avoir un autre rapport à l'État, d'avoir un autre rapport aux acteurs socio-économiques. Voilà. Ça soulève le tapis et donc il y a souvent des non-dits qui vont devoir être gérés. Et donc c'est là aussi l'enjeu de la discussion avec le chef d'exécutif, jusqu'où on ne déstabilise pas un équilibre qui s'est mis en place dans le territoire. Bon, donc là, il y a une dimension, à chaque fois, j'ai mis en bas la gestion du politique est touchy. Ben oui, il y a des histoires préalables, il y a des passifs, et donc voilà, ça va, il faut en tenir compte. Et puis d'un point de vue sociétal, ça génère des controverses et du conflit. Au final, le diagnostic est un élément parmi tous les autres, mais sans ce matériau, je dirais, fondateur d'une compréhension du territoire, de son niveau d'ambition, de ce qu'il est prêt à faire, le reste ne tient pas. Donc la qualité du diagnostic sensible, enfin, pour nous, c'est quelque chose de très précieux et qui va permettre derrière que les élus vont rentrer avec d'autres élus en groupe de pairs, les agents, etc., etc. Mais ils auront été déjà transformés, si je peux dire ainsi, par ce diagnostic sensible.